Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. L'ingénieur qui part à la retraite mainframe part avec ce qu'il sait, ce qu'il fait et ce qu'il est. Les banques et les assurances continuent à travailler sur ces technologies. Gardez en tête que chaque qualité que vous avez, elle est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans Calisti. Aujourd'hui, je reçois Mehdi. Mehdi, tu es responsable de projet dans une filiale d'une grande banque française. Tu as démarré ta carrière en tant que développeur mainframe, mais tu as fait un crochet par la qualité ensuite avant de basculer sur la gestion de projet. J'ai eu envie de t'avoir dans le podcast parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire sur le monde des mainframes et comme tu as la casquette qualité, écoute, c'est parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail de ton parcours et de ce qui t'a amené à ton poste actuel ? Oui, bien sûr. Alors, moi déjà, j'ai un diplôme informatique. Donc, j'ai fait un BTS informatique. J'ai pas fait d'école d'ingénieur. Et donc, le monde informatique m'a toujours intéressé. C'est quelque chose qui a toujours, ça a toujours coulé dans mes veines. J'ai eu l'opportunité et la chance de rentrer dans une formation qui nous apprenait à développer sur du mainframe. Tu vois, c'est ce qu'on appelle, je crois, les POE avec Pôle emploi qui propose formation plus. Et avec JFI qui est maintenant, ils ont changé de nom. Je te retrouverai le nom après. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Où je suis rentré en tant que développeur dans un centre de service. Donc pour une grande banque française, où j'ai eu quelques mois de dev dessus, et j'ai eu l'opportunité de passer sur du test, parce que la partie fonctionnelle, la partie métier m'intéressait beaucoup, et je prenais beaucoup de temps sur les tests unitaires, je m'intéressais beaucoup fonctionnellement à comment ça fonctionne et pourquoi on demandait. J'ai eu cette envie de toujours de pas faire pour faire, de faire et de comprendre ce que nous devons faire. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on évolue, mais on parle de ça. Et donc j'ai fait du test. Je suis rentré dans le monde du test comme ça en tant que testeur. Puis on a eu un besoin à un moment donné où on avait un nouveau service à monter et je devais être le test lead dessus. Ok. Et je suis assez responsable de test dans cette mission-là parce que au fur et à mesure de vouloir prendre le lead, le métier commence à vouloir parler plus avec moi quand même. Donc c'est en fait ce qui a été décidé, c'est que j'ai eu l'opportunité de prendre l'équipe de 10 personnes, de 10 testeurs sur la main. Ok. Alors attends, t'es passé directement, t'as commencé à manager 10 personnes d'un coup ? En fait, j'étais testeur. Ouais. Puis, on m'a proposé une mission pour rentrer dans une nouvelle équipe. D'accord. De 11 personnes avec un responsable. La responsable, pas trop rentrer dans les détails, mais le métier souhaitait que ça soit moi qui l'idée. Et donc, j'ai géré 10 personnes. Ok. La responsable est tombée malade, pour être concrètement. D'accord. Et donc, il fallait faire. Donc, c'est moi qui ai pris la place des 10. Sans savoir à son commun. Ok, c'est on te jette dans le bain du management comme ça, quoi. C'est exactement ça. Moi, on m'appelle le pompier, le constructeur, le bâtisseur, tu vois. Donc, peu importe comment, on essaie toujours de réaliser des choses et de satisfaire le client. C'est ma ligne de conduite. Donc, j'ai continué sur cette lancée, puis j'ai eu l'opportunité, j'ai changé d'entreprise et je suis rentré dans une équipe qu'on appelle technico-fonctionnelle. Okay. Donc, c'est une équipe de PS qui est beaucoup plus intégrée, beaucoup plus proche des ME, des devs, que des MO. Et on était dans la jonction. Alors, si tu veux, comment ça fonctionnait, c'était que l'HTF n'était pas l'équipe d'homologation. On avait une équipe d'homologation dédiée. Et l'idée qui a été apportée par les responsables pour créer cette équipe, c'était de faire ce qu'on appelle du shift left testing. Donc, de tester au plus tôt pour trouver les corrections au plus tôt pour que lorsqu'on livre à l'homologation, les homologateurs peuvent aller beaucoup plus loin dans leurs tests. Yes. D'apporter vraiment des tests de 2 à 2, de bout en bout,
beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus de métier. Mmh. Et donc, je suis rentré dedans, ça aidait encore sur du mainframe, mais on avait aussi d'autres technologies. Donc, on faisait l'aventure. Le but, c'était d'apporter la meilleure livraison à l'homologation. OK. Donc, on faisait autant des tests fonctionnels que des tests d'intégration. Et fil en aiguille, je suis monté et on a eu un besoin d'automatisation. OK. Et donc là, je suis passé responsable de cette équipe-là. Et là, maintenant, depuis quelques mois, j'ai aussi changé puisque la partie technique m'intéressait. Et donc, je suis rentré dans une équipe d'expertise. On fait des POC, on pilote les projets et on aide les équipes à trouver les meilleures solutions. D'accord. Tu vois, quand je te parlais du bâtisseur, voilà, on est vraiment des bâtisseurs. D'accord. Et ça m'a l'air ultra intéressant, en fait, ce que tu fais. Parce que moi, je t'avoue que je découvre le monde des mainframes, tu vois, depuis peu. J'ai écouté Underscore, du coup, le podcast de Micode, et j'avais un petit peu entendu parler de COBOL précédemment. Et réellement le monde des mainframes à la suite de cet épisode, tu vois. Donc après, un peu comme toi, tu vois, je suis allée faire mes recherches, ok, comment ça se fait que on s'en sert autant, mais personne n'en parle, je comprends pas, et ça. Enfin, c'est passionnant, quoi. Vraiment, c'est passionnant. Donc, est-ce que tu t'éclates dans le boulot que tu fais? Mais moi, carrément, tout ce que je fais, je m'éclate. J'aime ce que je fais. Pour revenir un peu sur le mainframe, tu vas entendre beaucoup de personnes et surtout ceux qui sortent d'école d'ingénieur maintenant, puisqu'on n'apprend plus le COBOL, en fait. Et on n'apprend plus le mainframe et la S400 parce que c'est plus à la mode, parce que sur le marché, on demande beaucoup plus de choses, mais ça reste ça reste des environnements très stables et des langages stables. Je te donne un exemple. J'aime bien donner cet exemple-là, c'est que à la NASA, certains serveurs sont encore en COBOL. Wow. Donc, les calculs qui sont faits depuis les années 70-80 sont encore en COBOL. Tu te rends Et compte? toi, tu as raison. Dans l'échange qu'on a eu où on s'est connus, il faut comprendre qu'il y a un vrai baby-boom qui s'est. Et donc, il faut continuer à maintenir ces applications-là, en fait. Il y a eu des changements qui ont débuté pour essayer de remplacer le COBOL et le mainframe. En fait, c'est pas le COBOL en lui-même, c'est l'environnement. Mais je rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est l'environnement qui est beaucoup plus compliqué. Les serveurs mainframe, c'est des serveurs à part entière. L'exemple qu'on a, c'est sur de la S400, donc c'est encore c'est des petits serveurs mainframe. C'est quand tu vas chez Boulanger, quand tu vas chez Darty, leur gros écran noir qui travaille dessus. Tu peux demander aux commerçants, est-ce qu'ils préfèrent utiliser les nouveaux outils ou cet outil-là? T'en as 9 sur 10 qui te diront qu'ils préfèrent utiliser l'ancien outil avec l'écran noir. Okay. Parce que ça n'a pas de problème. Fais le test. Okay. Tu prends le test. Je ferai le test. Je poserai la question. Et le monde du mainframe, c'est un monde de rigueur. Oui. Donc, en général, c'est des petits vieux, on dirait, qui râlent beaucoup et tout. C'est l'image, c'est le cliché qu'on donne. Oui. Mais en fait, quand tu parles avec eux, la rigueur qu'ils ont et la connaissance qu'ils ont sur comment fonctionne, tu peux pas dépasser. Donc, c'est des vieilles technos. Donc, c'est pas fait pour faire de la programmation objet. Ou gérer des fichiers volumineux comme pour du big data. Okay. Le big data, c'est nouveau. Par contre, sur les fichiers, ce qu'on appelle des fichiers places séquentiels, il n'y a pas plus rapide. Il y a eu des entreprises qui ont essayé de sortir du monde du mainframe. Ils ont arrêté le projet. Alors, je te saute un petit peu ça. On va prendre le temps de revenir dessus. Donc là, je pense que maintenant, on a compris à peu près concrètement ce que c'était des mainframes. Mais est-ce que tu peux nous donner la définition d'un mainframe? À quoi ça sert concrètement aujourd'hui? À quoi ça servait précédemment et à quoi ça sert aujourd'hui? Le mainframe, prenez-le comme un serveur. C'est un ancien serveur, même si c'est plus trop ça, mais en fait, c'est encore l'image qu'on a dessus, parce que quand tu développes, on développe encore avec cette image. À l'époque, les grands serveurs qu'on avait, c'était des grandes disquettes que tu mettais dedans. C'était pas forcément des disques durs, et c'était des magnétiques. Et pour aller travailler dessus, l'écran et l'ordinateur étaient dessus. Donc, on développait. Donc, c'est tout un univers qui permet quand on parle du mainframe, c'est le grand système. Pas pour rien. Le grand système qui permet de développer vraiment et de travailler dessus. C'est beaucoup utilisé pour les traitements de fichiers et de bases de données pour toute la partie. Alors moi, dans l'entreprise où je suis, le service dans lequel je suis, on s'occupe des virements et des prélèvements internationaux. Donc les échanges vraiment interbancaires.
Donc, l'ensemble des traitements et des fichiers qui passent, que ça soit dans toutes les banques, passent par ce système-là. Ok. Je pense que c'est important de le dire et de le répéter. Aujourd'hui, les systèmes bancaires, donc les grandes banques, tous les grands noms qu'on connaît, utilisent cette technologie-là. C'est exactement ça. Les banques et les assurances continuent à travailler sur cette technologie-là. Et donc, c'est tous les échanges transactionnels qui peuvent être faits. Alors, en batch ou en transactionnel, mais tous les échanges qui peuvent être faits vont être traités sur ces systèmes-là pour pouvoir échanger, traiter l'information et le passer et transformer. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu. Si, c'est très clair. C'est très, très clair. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie un mainframe d'un ordinateur classique ou d'un serveur classique? Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Ok. Je prends l'exemple, tu vois, je te disais des disquettes tout à l'heure. Alors, dans l'environnement, ce qu'on appelle les volumes de stockage dans le mainframe, c'est pas du tout la même définition qu'un volume de stockage dans les serveurs classiques. La base de données n'est pas extérieure. On a une base de données que IBM met en place qui s'appelle DB2, qui est à l'intérieur du serveur. Le langage, les versions de langage est dans le serveur. Donc en fait, étant donné que tout appartient à IBM, on est 100% IBM. L'ensemble des outils sont IBM et sont installés à l'intérieur. C'est une boîte fermée. Vraiment, considérez que c'est une boîte fermée. Et toute la réflexion qu'il y a, la logique qu'il y a, c'est une logique interne. On n'a pas de répertoire de fichiers. Mmh. Tu vois, tu peux, sur du Linux, tu vas faire un CD, tu vas mettre ton répertoire et tu vas aller dessus. Sur le mainframe, c'est pas ça. On va avoir ce qu'on appelle des PDS. Il y a un fichier à l'intérieur où on peut mettre des fichiers. Okay. Mais dedans, ça a un volume de la mémoire qui est dédié. Le mainframe, certains programmes dans les banques, qui appellent le COBOL, appellent des sous-programmes qui sont en assembleur. Donc, les développeurs mainframe, COBOL, peuvent corriger des programmes en assembleur. Okay. Donc, encore plus. Wow. Tu vois. Assembleur, ça date de quand, à peu près? Parce que mainframe, ça nous amène dans les années 50, mais assembleur, du coup? L'assembleur, alors, il y a eu un ou deux langages juste avant, mais l'assembleur, c'est l'un des langages qui est le plus proche de la machine. D'accord. C'est 3 mots, t'as pas de boucle, c'est du séquentiel pur, mais ça te donne une action à ce moment-là. Tu vois, tu prends l'exemple que j'ai pour expliquer un peu l'assembleur. Tu vois les poupées russes? Ouais. Pour pouvoir aller sur la petite poupée russe, t'es obligé de retirer la grosse. L'assembleur fonctionne comme ça. D'accord. Ok. Et donc, à l'époque, on te faisait, alors, j'ai essayé une fois, je devais débugger une fois un programme en assembleur. Je peux te dire, j'ai pris plusieurs jours à essayer de comprendre déjà. Bah, forcément. des milliers de codes, mais c'est vrai. Et en fait, l'assembleur fonctionne vraiment comme une poupée russe. Donc, tu fais la première action, puis la deuxième, puis la troisième, mais t'as pas de condition. Ah. Tu as un mode d'instruction qui est très proche de la machine avec une action. Point. Tu vois? Ok. Et pour chaque action, tu as ça. Donc, t'as pas de condition, t'as pas de bloc, t'as pas de boucle. Enfin, je vulgarise en disant t'as pas de boucle, mais je vais vulgariser. Et vraiment, c'est du séquentiel et c'est le langage le plus proche l'un des langages les plus proches de la machine. Tu vois? On a encore un et deux langages, mais quand tu compiles ce programme-là, enfin, si on parle de compilation, je vulgarise encore, mais quand tu compiles ce programme-là, tu es très proche de la machine. Donc, en termes de transaction, en termes d'échange, l'ordinateur a très peu de temps prend très peu de temps pour pouvoir échanger, pour pouvoir transformer en 0 et 1 et travailler sur ça. Ok. Voilà. L'environnement du mainframe, vraiment, n'a rien à voir. Quand on commence à expliquer à quelqu'un qui a jamais fait du mainframe, c'est très compliqué pour lui au début parce qu'on change. Dans le COBOL, tu vois, on parlera peut-être après, mais dans le COBOL, la façon de travailler, les variables, on alloue des octets. Là où dans les nouvelles technologies, on définit la variable, mais on ne sait pas combien d'octets en fait ça prend derrière. Et on se dit, on s'en fout un peu. D'accord. Parce qu'on a de la mémoire, on a de la disque dur, et en fait, les performances, c'est pas grave. Tu vois? Ouais. Tu prends en Java, tu fais un int, le nom de la variable A, combien d'octets tu prends, tu peux, en fait, tu as une troisième partie où tu peux dire la mémoire que tu prends. Et personne ne le fait. Sur le COBOL, tu es obligé.
tu es obligé de dire que c'est un alphanumérique de 3 caractères, de 3 octets. D'accord, il faut tout lui préciser, quoi. Ou de 4 demi-octets. D'accord. Et moi qui trouvais que le Java, c'était compliqué. C'est vraiment 2 visions qui sont différentes. Donc, en fait, de temps en temps, quand tu programmes, surtout quand tu es débutant, bah, en fait, ton programme, il plante parce que ta variable, tu l'as pas assez agrandie. Ou alors, quand tu le mets en production, en fait, ça prend beaucoup de mémoire. D'accord. Ok. Donc, ça peut jouer sur ça. Donc, tu vois, la réflexion qu'ont les développeurs mainframe, COBOL, est pas du tout la même que la réflexion de développer sur des nouvelles technologies. Ah bah oui. Puisque eux, dans leur pensée, dès qu'ils commencent, ils ont déjà en vision quelle mémoire en octet va prendre la variable. Quelle est la façon d'appeler un sous-programme? Est-ce que je dois vraiment appeler un sous-programme parce que ça me prend de la perf? Parce que je vais laisser mon programme en mémoire et je vais appeler un autre programme pour qu'il puisse travailler. D'accord. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, toujours à savoir quelle version, enfin, comment travailler et tout, les développeurs mainframe, les développeurs COBOL, prennent déjà, en fait, par défaut, commencent déjà à réfléchir comme ça. D'accord. Ouais, en fait, tu es obligé de penser les choses, enfin, pas à l'envers, mais beaucoup plus en amont. En fait, tu es obligé de structurer ton code d'une manière beaucoup plus précise, quoi. C'est ça. C'est ça. Est-ce que je vais aller taper une base de données directement, sachant que la base de données, en fait, je fais une requête, donc je bouffe en mémoire, ou est-ce que je peux faire une extraction en amont avant même d'appeler mon programme dans un fichier, tout le fichier, toute la base, et puis traiter un fichier puisque ça prend beaucoup moins de mémoire. Donc, si c'est long et que je peux pas redescendre, en fait, je peux pas le faire. Par contre, si vraiment je peux trier la table et en fait faire des recherches très simples et prendre séquentiellement, en fait, je vais le faire. Okay. Et donc, je vais me consommer moins de mémoire. Et donc, mon traitement va aller beaucoup plus vite et etc. Okay. Tu vois? Et c'est pour ça que, on en parlera après, mais il y a la question de est-ce que le mainframe est mort ou pas? Je laisse après pour répondre à cette question. Bon, je pense qu'on a déjà la réponse, hein, mais D'accord. Ok. Très bien, très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est très détaillé et bon, ça sort un petit peu de la, pas dire de la vulgarisation qu'on fait dans le podcast au quotidien, mais la manière dont tu as expliqué, pour le coup, c'est vraiment très vulgarisé pour des personnes qui ne sont pas du tout au fait. Bon, il y a des termes qui ne comprendront peut-être pas forcément, mais c'est très imagé et on peut vraiment imaginer, pour le coup, comment tout ça fonctionne, quoi. Ok, on a déjà parlé des banques, ok. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les langages ou les technologies qu'on utilise typiquement pour développer sur du mainframe? On a parlé donc de COBOL. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et sur les nouveaux projets, c'est vrai qu'on part de plus en plus sur du cloud. D'accord, directement. Ok. Non, ouais. C'est compliqué d'avoir des nouvelles demandes, d'avoir des profils mainframe puisque tu n'en as plus beaucoup. C'est pour ça que c'est on est aussi les formations mainframe pour ceux qui cherchent du travail. Renseignez-vous auprès de Pôle emploi. Il y a des formations mainframe où il y a à minima des entretiens avec les entreprises. Ok. Donc allez-y, et en général tu as aussi des formations de test dedans, et puisqu'ils doivent rassembler, ils doivent faire l'équivalent de 3 mois, 4 mois. Donc en fonction après des entreprises que vous avez, que vous allez avoir, ont encore des formations en interne, ou alors on va vous mettre sur le travail, mais on va vous mettre directement au travail, mais avec un suivi beaucoup plus rapproché. Ok. Mais pour revenir à ta question, sur le mainframe, il n'y a pas beaucoup de langage. Tu vois, c'est IBM qui gère tout et on va l'avoir. Sur les nouveaux projets, on essaye de plus en plus de partir sur du cloud. Tu vois. Pourquoi? Parce que la réflexion qu'il doit avoir, c'est quel est le besoin du client et comment satisfaire le client. Et le client, sur les projets qu'il demande, en général, maintenant, on peut partir sur du cloud. Donc, il y a aussi une histoire de coût. Il y a une histoire de coût pour de la gestion, de la gestion de l'application, qui est beaucoup plus simple sur du cloud que sur du mainframe. Mais IBM, on n'achète pas IBM, on loue à IBM. Donc, depuis les années 70, IBM gagne beaucoup d'argent. Et on est sur cette réflexion maintenant, il y a des interconnexions, que ça soit sur des API ou d'autres façons de faire.
On parle beaucoup de MQ, de fil MQ. Je rentre pas trop dans les détails et pour ceux qui s'intéressent, faites une petite recherche. Mais il existe des liens pour sortir les flux du mainframe vers des nouvelles technologies, vers le cloud, vers ce qu'on appelle des serveurs legacy, donc les anciens serveurs pour vulgariser ça. Et donc sur les nouveaux projets, c'est du 100% cloud. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que ça vient très certainement, et j'ai envie qu'on en parle là, du fait que justement les gens qui avaient la maîtrise de toutes ces technos ne sont plus là, sont partis à la retraite. En tout cas, ils sont de moins en moins nombreux, en tout cas, sur le marché. Et en plus, on a eu tout ce truc du cloud parce que, bon, au bout d'un moment, il y en a marre de faire des sauvegardes partout et partout, partout. Donc, est-ce que ça vient de ça, qu'on bascule tout comme ça sur des systèmes cloud? C'est l'une des raisons. Ok. C'est l'une des raisons. Je vais prendre un exemple, c'est qu'on travaille avec un prestataire qui nous propose des prestats pour nos besoins. Mmh. Et il n'arrive plus à trouver d'ingénieurs mainframe. Donc, que ça soit débutant ou qualifié, il ne trouve pas. Mmh. Par contre, nous proposons des développeurs full stack, des DevOps, il sait faire. Okay. Donc, sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué. La perte de connaissance des personnes qui partent à leur retraite, elle est immense. Mmh. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien dire une chose, c'est comment tu reconnais un débutant, quelqu'un de confirmé et un expert. Au début, on te prend pour ce que tu sais faire. Mmh. Puis après, on te prend pour ce que tu sais. Et à la fin, on te prend pour ce que tu es. Mmh. Et tu peux avoir 20 ans d'expérience, mais si on te prend pour ce que tu sais, tu n'es pas un expert. Un ingénieur qui part à la retraite mainframe part avec ce qu'il sait, ce qu'il fait et ce qu'il est. Et tout ça, je t'ai dit, c'est un écosystème où on nous apprend pas. Même la formation ne va pas vous apprendre. Vous allez apprendre sur le tas. Ouais. Aller chercher, aller encore plus loin, à travailler sur de la mémoire, je pense à un des responsables avec qui je travaille, qui est responsable d'équipe, ouais, mais qui continue à développer parce qu'il souhaite développer. D'accord. C'est son retour. Ça, c'est cool. Et quand il rentre dans les programmes et il est responsable, tu vois, il est responsable d'équipe, il est responsable prod, donc il est responsable run et build. Ok. Et sous le run, quand il s'en occupe, on n'a pas une anomalie. Waouh. Tu vois incroyable. Ah ouais. Je crois que l'année dernière, on a eu sur son périmètre, on a eu 2 anomalies et c'était des anomalies. Il y en a un des deux, je pense que c'était même pas chez nous. C'était un truc. Ouais, il y en a un qui était mineur et l'autre, en fait, c'était pas chez nous, c'était une usine à côté qui avait fait n'importe, tu vois. Et il lui reste 2 ans avant de partir, mais tout ce qu'il connaît, on pourra pas récupérer toute la connaissance. Et en fait, au-delà du papy boom de dire on trouve pas de développeurs, c'est que l'écosystème ici, il faut l'apprendre. Et cette connaissance, on la perd réellement. Ouais. Et ça, peut-être qu'on le voit pas, en fait, en disant, on va former des développeurs, on va former des trucs. Il faut pas avoir peur d'y aller, en fait. Tu étais né, tu savais pas marcher. Et donc, en fait, il faut y aller, ils ont appris. Et c'est les premiers à te dire ça. Sauf que ils ont une passion pour apprendre et d'y aller. Et toute cette connaissance-là, on la perdra parce que à chaque fois que tu paries que quelqu'un sort d'une mission, donc que ce soit à la retraite ou que c'est une fin de mission, tu perds le savoir-faire et le savoir-être de la personne. Tout à fait. Donc, tu perds beaucoup de choses. Alors, là-dessus, moi j'ai 2 questions. Parce que on est aujourd'hui en 2025. On parle de techno qui datent, donc qui ont démarré dans les années 50. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Ce qu'on dit, en tout cas de ce que je comprends et de ce que j'ai vu, ce qu'on dit aux nouveaux développeurs aujourd'hui, c'est ne perdez pas du temps à apprendre ce genre de techno parce que c'est obsolète, parce que ça ne sert plus à rien. Allez sur des trucs qui sont ultra modernes et vous verrez, ça va être super. Donc du coup, aujourd'hui, comment faire pour arriver à convaincre réellement des gens qui ont envie d'apprendre qu'en fait, il y a un réel besoin? Parce que honnêtement, je te le dis, donc j'ai fait une vidéo, donc pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger tous les deux. J'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai postée sur TikTok et dans un tiers des commentaires, c'était ça. Les gens disaient, mais non, ça n'a aucun sens de vous intéresser à ça parce que c'est un langage... Le COBOL, c'est un langage de dinosaure, on s'y intéresse plus, etc., etc. Et je débattais avec des gens en leur disant, mais
essayer de comprendre qu'aujourd'hui, le monde entier fonctionne comme ça, qu'il y a des choses hyper importantes qui fonctionnent comme ça. Donc, comment faire, si tu as une idée, pour convaincre réellement, en fait, de l'utilité d'apprendre comment fonctionnent les mainframes, quoi. Et puis, pousser des gens à aller vers du développement comme ça, quoi. Elle est très intéressante ta question. Donc, pour la petite histoire, c'est parce que j'ai pas l'habitude de commenter. Hein. TikTok, tu vois, pour me détendre en général et d'apprendre quelques trucs. Oui. J'ai réussi à modifier mon algorithme. C'est top. Et ce qui s'est passé dans le commentaire, c'est qu'il y en avait un qui a dit des entreprises sérieuses. Oui, oui, je m'en souviens de celui-là. Il me marquera à vie ce monsieur. Les entreprises sérieuses ne restent pas sur du COBOL. Le truc, c'est que avec l'arrivée des nouvelles technos, de l'agilité, pas du DevOps, pas forcément du DevOps, mais de l'agilité, on a recentré, on a donné encore plus on a donné, alors je sais pas comment le dire sans être péjoratif, parce que c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais on écoute beaucoup plus les développeurs. Tout à fait. Les développeurs, les ingénieurs dev ou les devs qui sortent d'école, en fait, aiment s'amuser. Ouais. Et je considère que les outils qu'ils font et la façon de travailler, et en fait, c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'ils s'amusent quand ils travaillent. Ouais. Donc, ils veulent installer, ils veulent mettre en place plein de choses qui est kiffant, de temps en temps qui ne répond pas aux besoins du client, mais qui faire du mainframe, ça veut pas dire te couper à ça. C'est juste que c'est une autre façon de penser. C'est pas parce que je prends un métier, par exemple, dans le dev, dans les côtés ME, qui est intégrateur. C'est pas parce que tu es un intégrateur que tu peux pas te concentrer à faire de l'IA. Alors, c'est beaucoup plus dur puisque c'est deux métiers vraiment différents. Mais si tu as envie de le faire, tu peux très bien être intégrateur et avoir cette vision d'intégrer les applications, comment intégrer les problématiques que tu as, et de devenir développeur, analyste d'IA, donc data analyst ou des choses, et avoir cette réflexion de se dire comment le data analyst et comment l'intégration, moi, ma plus-value, en ayant ces deux casquettes-là, je vois des problématiques que les gens ne voient pas. Comprendre, se mettre au développement mainframe, même si c'est deux façons différentes, parce que c'est des technologies vraiment à l'opposé. Tu vois, t'en as un qui est vraiment séquencé, t'as l'autre qui est vraiment sur du monde entier et sur du cloud où tu dois gérer des serveurs un peu partout. Et c'est toi qui as la main, t'es sur ce qu'on appelle du middleware, donc c'est toi qui a la main sur un peu tout. Tu me dis si je suis un peu technique aussi. Hein, non, c'est très clair, en tout cas pour moi. Tu vois, où tu prends la main sur le système de versionning, sur vérifier que tu es sur les tests de charge, enfin sur les charges, etc., etc. Mais tu dois voir aussi que ta dernière version de Java, est-ce que c'est bien la dernière version que tu peux installer, pas sans avoir d'impact, etc. Ce côté-là, tu l'as pas. Mais par contre, faire le lien entre comprendre le mainframe, comment fonctionne, développer en mainframe, puis continuer à se former sur ça, cette double casquette-là, on l'a pas. Donc en fait, même là, dans les métiers, dans les banques, en général, c'est deux équipes différentes. Et en fait, les deux équipes, pour un même projet où tu vas avoir cette application-là qui peut être parlée, en fait, tu vas faire des réunions avec deux personnes. Là où toi, tu seras tout seul. Donc la plus-value, elle est là. Okay. La plus-value aussi, c'est que si tu es en freelance ou tout seul, tu touches deux marchés. Et le monde du mainframe, les banques ne sortiront pas tout de suite. J'ai répondu à la question tout à l'heure. Mais le monde du mainframe ne sortira pas tout de suite. Peut-être un jour. Je suis pas devin, mais en tout cas, il ne sortira pas tout de suite. Peut-être pas de notre vivant, honnêtement. Ouais. mais tu as une double casquette. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que comprendre, par exemple, tu vois, je prends l'exemple de l'octet de la variable, comprendre le séquentiel au sens vraiment pur du nom qu'on utilise, là où maintenant, dans les écoles d'ingénieurs, en fait, t'as 5 heures de cours sur du séquentiel. On va vite sur de l'objet, on va vite, j'exagère, je te sors un truc, mais ça va très vite, en fait, sur le séquentiel, on t'apprend l'algorithme et après, on passe sur autre chose. Sur cette partie-là, là, on te forme, là, tu comprendras beaucoup mieux comment fonctionne déjà un système. Puis après, quand tu rentreras, tu pourras y aller. Tu vois, les formations que tu as eues sur la partie serveur, ça va t'aider aussi. Voilà. Je pense que vraiment, c'est pas l'opposé, mais pour ceux qui savent pas trop, veulent apprendre juste un langage et travailler vraiment dans un univers qui est très carré. Les banques et les assurances sont beaucoup plus carrés que sur les marchés du retail. Sur les sur les entreprises retail. On peut y aller dessus. Okay. Maintenant, moi, le conseil que je dis, c'est que vous êtes jamais enfermé, en fait.
peu importe ce que vous faites, à vous de décider. Ah bah oui. Et donc, allez-y, en fait. Qu'est-ce qui vous empêche? Si vous l'aimez pas, vous allez arrêter. Mais en fait, à minimum, vous comprendrez comment ça fonctionne et en fait, vous verrez les différences. Tout à fait. Il y a un service dans l'entreprise où je suis, c'est l'équipe d'experts. Ils sont 4, je crois. Mais vraiment, et ils font du mainframe, ils font du cloud, ils font du legacy, ils font du data power et ils font comment ça s'appelle j'ai oublié le nom, le dernier et un autre type de serveur, j'ai oublié, qui est sur du cloud aussi. Et eux, quand il y a des problèmes sur le mainframe, c'est les seuls à savoir résoudre. Et pourtant, toute leur application fonctionne comme ça. Ok. Voilà. D'accord, je vois. Moi, ça m'impressionne vachement ce type de profil, en fait, parce que je trouve que on est tellement dans un monde où on se spécialise énormément, tu vois, sur un domaine, que quand tu te retrouves comme ça face à des personnes, en fait, qui sont vraiment touche à tout, mais qui maîtrisent vraiment, tu vois. Enfin, je te jure que ça m'impressionne énormément. Non, bah, et encore, je trouve que la mentalité, elle a changé. Maintenant, on est beaucoup moins spécialisé que dans autour des années 2010, tu vois, début des années 2000. Ouais. Où là, on nous demandait vraiment de se spécialiser dans un langage, dans une façon, trouver les développeurs full stack et de les laisser faire un peu tout. Ça a changé un peu la donne, mais je suis d'accord avec toi que tu remarqueras que c'est toujours dans un domaine, dans une façon de penser bien précise. C'est l'informatique est tellement grand, et tu vois, on peut même pas forcément parler du mainframe, mais tu vois, tu prends les data analysts. Oui. Ils n'ont rien à voir, leur façon de développer, de réfléchir n'a rien à voir avec un développeur Java. Et même avec un data scientist, data analyst, data scientist, tu vois, c'est deux mondes complètement différents. C'est deux mondes complètement différents. Et donc, en fait, essayer de comprendre, il faut gagner aussi, il faut essayer de prouver comment il fonctionne d'un côté et voir les avantages et les inconvénients que tu peux avoir de chaque côté. Ok, très bien. Ok, donc ça, c'est ma deuxième question là-dessus, justement, en termes de documentation. En termes de documentation, comment ça se passe? T'en as pas beaucoup. En fait, quand on parle de documentation maintenant, on parle beaucoup de communauté. Ok. La documentation, t'en as pas. T'as pas une grande communauté Bah oui, forcément, vu que personne n'a envie d'y aller. Bah, parce que ce que tu cherches, la plupart du temps, c'est IBM en fait qui propose des documentations. Donc, il faut être bon en anglais. Moi, je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi. mais on arrive à se débrouiller quand même, tu vois. Et après, c'est soit de la documentation interne, soit tu vas apprendre par toi-même. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, peu importe les missions sur lesquelles j'ai fait, peu importe les clients qu'il y avait, les équipes mainframe, en général, quand tu t'apprends à les connaître, ils viennent t'aider. On part dans ta vie. Tu vois, moi, j'ai travaillé avec un mec, le vieux râleur. C'était son surnom? Ah non, c'est, tu vois, le vieux râleur qui, tu vois, tu l'appelles tu lui dis bonjour, il te dit ouais. D'accord, ok, je vois. Et en gros, il prenait 3 minutes pour te dire ouais, vas-y, j'ai pas ça à faire, j'ai plein de travail. Mais 10 minutes, 2 minutes après, il pouvait raccrocher, te rappeler et te dire bon, montre-moi ton truc et rester une demi-heure avec toi à te montrer comment il fallait faire. Donc en fait, l'entraide alliée en interne et il faut pas hésiter à demander. Par contre, sur Internet, il n'y a pas de communauté. Et c'est très rare qu'on lance une communauté, il n'y a pas de forum vraiment. IBM documente très bien l'ensemble du mainframe et de la S400 aussi. Et par contre, c'est pas forcément un problème de langage, de développement. Les soucis que tu peux avoir, c'est des problèmes d'écosystème, de variabilisation. Et c'est pas écrit clairement. Et quand tu dois compiler, décompiler, si c'est une variable, l'analyse elle est beaucoup plus compliquée puisque tu passes en hexadécimal pour pouvoir analyser les choses. Et de temps en temps, t'as pas besoin d'aller en hexadécimal parce que t'as mis tes logs, t'as mis des messages clairs et qui te dit à quoi ça correspond. T'as des erreurs t'as des codes erreurs un peu comme les API où tu vas avoir sur IBM où tu vas avoir les choses. Et je ne sais même pas si tu peux créer des machines virtuelles qui simulent du mainframe ou pas. Je pense que tu peux, mais j'ai jamais cherché pour. Donc pour t'entraîner ou ça, c'est un peu compliqué aussi. Donc ouais, il n'y a pas une grande communauté, mais ta communauté, c'est les gens avec qui tu travailles. D'accord. Ok, très bien. Bah après, ce serait peut-être une idée, surtout si
si on espère qu'un peu plus de monde va s'intéresser au mainframe, ce serait peut-être une idée de créer une communauté et qu'elle grandisse et tu vois, qu'il y a quelque chose qui se mette en place. Je dis ça comme ça, si jamais tu as envie. Alors, dis-moi, est-ce que il y a des outils ou des approches spécifiques que tu avais et que tu as aujourd'hui sur du mainframe par rapport à d'autres environnements forcément, mais tout à l'heure, on a très rapidement évoqué les tests unitaires, des tests de bout en bout, les tests d'intégration, etc. Est-ce qu'il y a des approches spécifiques vraiment au mainframe? Tu parles sur quoi? Sur du test? Sur du test, Ou oui, pardon, sur du test. Sur du test? Non, sur du test, non. Il faut juste comprendre. Alors, les gens qui pensent que le testing, c'est des clics de boutons. On n'est pas du tout sur ça. Déjà, ceux qui pensent ça ne sont pas là, donc ça règle le problème. Sur ça. Par contre, on va être sur du traitement. Et donc, on va faire beaucoup de tests. Alors, ce que je te disais, les tests d'intégration pour voir que l'ensemble des programmes sont interconnectés. Et surtout des tests de flux. Ok. Et donc, vérifier sur ça. Et donc, en fait, t'as pas vraiment d'approche, sauf que tu as 1 million de cas de tests qui peuvent être mis en place, puisque sur un flux, tu dis, comprends que c'est, quand je te dis un flux, c'est pas forcément un fichier XML ou un fichier design qu'on a. Tu vois, donc ou c'est décomposé, mais prends une ligne, tu prends une page Word, ouais. Tu vois, et tu cliques A, et tu te dis, bah, le premier caractère, il veut dire ça, le troisième caractère, il veut dire un autre truc, le sixième caractère, à partir du sixième caractère et les 10 caractères prochains, alors c'est telle valeur, etc., etc. Donc, en fait, pour préparer tes cas de tests, tu t'amuses un peu. C'est juste que ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir ça et de travailler sur des flux, c'est un peu plus compliqué pour ça. Par contre, il n'y a pas du tout de différence d'approche. Le seul truc, c'est comment tu lances, comment tu regardes. Et encore, c'est ce que prend l'équipe d'homologation. L'équipe d'homologation prépare leur fichier, par même 1 million de cas de tests dedans. Je te dis vulgairement, mais tu vois, ils préparent des dizaines de tests en même temps. Il l'injecte dans comme si le programme devait tourner. Étant donné qu'il y a des batchs qui tournent, il le lance, il récupère le fichier en sortie et soit il faut un compare, soit il vérifie si c'est une évolution, il vérifie que l'évolution est bien bonne. Okay. Donc il y a pas réellement. Tu restes toujours sur des cas au bord, des cas passants, des cas non passants et des limites. Sur les tests de perf, t'en fais pas sur le mainframe. C'est pas le rôle des développeurs, en tout cas des testeurs, de ce que j'ai vu. Par contre, sur des tests d'intégration de 2 à 2, que l'autre application n'a pas de plantage parce que il y a un caractère en moins ou des choses comme ça, ça va être le rôle des homologateurs. D'accord. Ok. D'accord, j'ai compris. Mais du coup, en termes de volumétrie et en termes de complexité, étant donné que les mainframes sont disponibles, on l'a dit tout à l'heure, tu vois, dans des grosses banques, chez des assureurs, etc., qui vont traiter des milliers et des milliers de données de personnes, est-ce que on pourrait considérer que on est vraiment sur de la volumétrie quand on utilise les mainframes ou pas? On est sur de la volumétrie, mais séquentielle. Ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va pas travailler sur du big data où on va traiter toutes les informations en un coup. Okay. Tu vois. Par contre, on a des fichiers de 100 000 lignes sur un traitement. Ah oui, c'est beaucoup 100 000 lignes. C'est vrai. C'est beaucoup. On a des fichiers de 100 000 lignes sur un traitement. Et ça arrive quotidiennement. Toutes les heures. Tu vois, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose. Mais, donc, cette volumétrie-là, tu vas l'avoir. Mais considère que, en fait, dans le programme, ce qu'il fait, dans le mainframe, c'est qu'il prend la ligne 1, il la traite. Il prend la ligne 2, il la traite. Il prend la ligne 3, il la traite. Là où, dans le big data, il prendrait les 100 000, il les traiterait en même temps et il partirait. Tu vois. Donc, en fait, ta performance, donc, tes tests, tu considères pas que tu as une volumétrie et tu dois tester le nombre de fichiers, le nombre de lignes totales. Par contre, tu vas tester que dans chaque ligne, tu peux mettre un cas de test, un US, tu vois. Et donc, tu peux traiter 100 000 tests. Tu peux lancer un fichier avec 100 000 tests. À toi, après, bon courage pour retrouver tes sorties et de vérifier, tu vois. Mais tu peux très bien le faire, tu vois. Et tu as des millions d'euros qui tournent tous les jours et qui te font des traitements. Je crois que, attends. Alors, ça n'a rien à voir avec le mainframe, mais
mais la société dans laquelle je travaille, je crois qu'elle a mis un post sur LinkedIn. On a dépassé les 1 milliard de traitements de virements internationaux, de virements instantanés cette année à traiter. Et on est au mois de mai à peine, quoi. C'est ça. Enfin, 2024. Sur l'année 2024, excuse-moi. Ah oui, d'accord. Tu vois, en 2024. Donc, 1 milliard de traitements, on a dépassé notre record et on a dépassé le record. Et on a, alors, je sais plus, mais on fait partie des meilleurs traitements, des meilleures sociétés pour traiter ça. Tu vois. Et donc, tu as une partie tout le SI, il y a une partie qui est dans le mainframe. D'accord. Et les virements instantanés, je pense que t'en fais. Tu vois la rapidité que c'est. Ça change la vie. Hein. Franchement, si je reviens 3 ans en arrière où je devais payer 1 euro pour effectuer un virement instantané et qu'en fait, t'attendais 2 jours à chaque fois, ça change la vie. T'as des nouveaux trucs qui vont arriver aussi. Okay. Restez proches. On en parlera off micro. mais voilà. Mais tu vois, tes tests, on va pas te demander de tester sur de la volumétrie. Parce que la volumétrie, en fait, elle va être faite soit sur de la pré-prod, soit c'est une question, comme je te disais, c'est une question de responsable de prod qui doit regarder. Comme je te dis, je voulais pas rentrer trop dans les détails sur ça, mais IBM, on loue tous les ans les serveurs à IBM, les serveurs mainframe à IBM. Et IBM facture des choses. Tout comme dans le cloud, tu factures le processeur, tu factures la mémoire, tu factures ça. IBM fonctionne depuis 50 ans comme ça. C'est pas nouveau, en fait. Ce que le cloud, ce que AWS ou Azure fait, en fait, c'est pas nouveau. Tu vois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est exactement ça, en fait. Ils ont transformé le système. Là où avant, les sociétés prenaient des serveurs et payaient les serveurs, maintenant, IBM a dit, les services de cloud ont dit, non, maintenant, vous payez ce que vous utilisez. IBM fonctionne un peu de la même façon, tu vois, depuis des années. Donc, on n'est pas sur la partie test, t'es pas sur ça. Par contre, on va te demander de préparer plein de cas passants et surtout des cas non passants aussi pour vérifier que on n'a pas de choses, tu vois, si je te mets un virement de moins 10 euros, les virements, il n'y a pas de virement négatif. Tout à fait. Donc, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu le fais pas? Est-ce que c'est logique de l'avoir ou pas? Est-ce que l'équipe avant, l'usine avant te le fait ou te le fait pas? Toute cette réflexion-là, tu dois l'avoir. Bien sûr. Par contre, sur les débits, tu mets pas aussi moins 10 puisque c'est un débit positif. Ouais. Donc, tu ne le fais pas. Tu vois, cette logique-là, tu l'as pas. D'accord. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, tu vas aller chercher des choses qui, de temps en temps, te paraissent, tu te dis, c'est pas possible. Mais en fait, donc, est-ce que tu fais le moins 10 dans les virements? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Puisque est-ce que tu peux pas l'avoir? Mais toi, en tant que testeur, tu vas te dire, je vais quand même faire un test pour voir un canot passant pour être sûr quand même. Bien sûr, tu as besoin de borner un maximum pour le coup, quoi. Et donc, toute cette réflexion, tu vas l'avoir. T'es sur, tu vois, là, je vais te banque et assurance. On n'est pas forcément sur des noms et des prénoms latins. Donc, avec des caractères spéciaux. Alors, je vais parler un peu technique. La particularité du mainframe, c'est qu'on n'est pas en ASCII. On est en EBCDIC. D'accord. Donc, et en clair? Je vais te rentrer. Si tu veux, quand tu tapes sur la lettre A, ça te transforme au niveau machine, ça te transforme en un code. Yes. En hexadécimal, ça te donne un chiffre, soit une lettre et un chiffre, soit un chiffre. Oui. L'EBCDIC, c'est une transcode qui est différente. Et donc, c'est la même chose. Quand tu tapes sur A, t'as pas le même code. Donc, en fait, quand tu viens et que par exemple, je sais pas si tu utilises Notepad ou quel fichier plus, tu vois, t'as encoding qu'il y a et tu mets ASCII ou tu mets latin dans ton caractère. Oui. Ok. Je vois. Et tu vois, et en fait, c'est que ça change. Toi, tu vois pas forcément la différence dessus, parce que c'est la même chose. Pourquoi? Mais en fait, derrière, dans le transcodage, quand tu sauvegardes ton fichier, derrière, le code est différent. D'accord. Et en fait, IBM a créé son propre transcodage qui s'appelle le BCDIC. Donc, en fait, quand tu importes ton fichier dans le mainframe, tu dois être en EBCDIC. Et donc, dans ton fichier, tu dois pas l'enregistrer quand tu es sur ton poste physique. Tu dois pas l'enregistrer en ASCII, mais en EBCDIC. Et donc, tu as des caractères qui sont, de temps en temps, transcodés, truc. D'accord. Tu testeras, si tu veux, par curiosité. Oui, clairement. Tu transformes et tu verras que tes caractères, de temps en temps, ils changent. Okay. Et tu dis, mais je comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est pour ça que de temps en temps, quand tu ouvres un fichier Word, par exemple. Oui, en fait, c'est exactement à ça que je pensais quand tu sélectionnes ta police. Et des fois, tu as des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ça vient? Je comprends. C'est ça. C'est ça. En fait, derrière, ça fait ça.
Derrière, ça fait ça. Okay. La police, c'est vraiment un caractère, mais derrière, ça transcode sur quelque chose de numérique. Et donc, ce transcodage-là n'est pas le même sur les machines. Tu vois, quand je te disais, vraiment, c'est un environnement tout seul. C'est l'exemple même, tu vois. Et donc, de temps en temps, tu te dis, bah merde, là, c'est pas un espace. En fait, t'as une ligne de commande comme partout, tu vois, tu tapes juste la ligne de commande, tu vas avoir des lignes qui vont se transformer où ils vont mettre les caractères. Alors, je les connais pas, clairement, un peu. Sauf l'espace, tu vois, l'espace, je sais que c'est 20. Et en fait, de temps en temps, tu vois un espace, et quand tu le mets dans la ligne de commande, tu vois que c'est pas 20. Et le retour chariot, tu vois, même sur le NetTag++, ton retour chariot, c'est pas un espace. Si tu mets le retour chariot et que tu regardes, en fait, t'as des caractères. Ce caractère-là, en fait, dans le transcodage, il a. Mais si tu retires ça, tu vois un espace. D'accord. Et c'est ça qui te dit, en fait, c'est la fin de manie. Mais même dans le Notepad, même dans le cloud, en fait, t'as ça. D'accord. En fait, c'est vraiment un langage. Enfin, oui, pour le coup, c'est vraiment un langage à part entière. Mais du coup, attends, quand tu prépares tes cas de tests, comment est-ce que tu peux penser à tous les corner cases possibles, sachant que derrière, t'es sur. Ok, tu t'adresses à une machine, mais c'est pas la manière habituelle que tu as de t'adresser à une machine, tu vois. On va te demander, toi, à te concentrer sur la partie fonctionnelle. D'accord. Cette partie-là, t'es beaucoup en échange avec les développeurs où ils vont te dire, attends, ce fichier-là, en fait, je vais retransformer ton fichier, tiens, on reprend ce fichier-là et j'ai dégagé tout ce qui était mauvais, tu vois. Ok. Mais toi, on va te demander vraiment sur le mainframe, peu importe, en fait, que ça soit sur du mainframe ou autre, on te demande pour un testeur fonctionnel de rester sur du test fonctionnel. Concentre-toi sur le test fonctionnel. Donc, soit le bras droit, moi j'aime bien dire que les testeurs, c'est le bras droit de la maîtrise d'ouvrage, tu vois. C'est clairement. Donc, en fait, au-delà de la maîtrise d'ouvrage, fonctionnellement, c'est nous qui faut s'aligner. Et donc, rester sur ce truc-là, à se dire qu'est-ce qui est fonctionnellement possible, qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qui peut arriver souvent et qu'est-ce qui est borderline, tu vois. Et de border les TTS pour dire, voilà les cas passants, les cas limites, les cas tu peux arriver qu'une seule fois et les cas qui sont impossibles à faire. Et donc, tu vas te concentrer sur ça. Tu vois. Par contre, ta volumétrie des tests ENR, elle est conséquente, puisque ça fait 50 ans, de temps en temps, qu'il y a des programmes qui travaillent, qui tournent. C'est impressionnant. Franchement, j'ai encore du mal à réaliser, si tu veux, que ces technos-là soient aussi robustes, quoi. Mais ça reste, il n'y a pas plus, enfin, il y a un truc, c'est que c'est hyper robuste. Maintenant, il y a des lois informatiques qui existent et qui te dit plus une application, par exemple, une des lois, c'est plus une application est dure depuis longtemps, plus sa complexité est immense, tu vois. Une application qui vient d'être créée, la complexité pour modifier, faire des évolutions, elle est rapide, Oui. Une application qui a 5 ans, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, une application qui a 20 ans, t'imagines la complexité des développeurs qui doivent maintenir ça. Tout à fait. Et donc, en fait, plus ça fait longtemps, plus toi, tes tests, tu dois vérifier même les choses qui paraît qu'on te dit non, mais ça, on n'a pas touché. Parce que ton rôle, c'est de dire, ouais, peut-être que vous n'avez pas touché, mais peut-être qu'il y a un border que nous, on connaît, que personne connaît. Et donc, moi, je fais, tu vois. Mais à côté, en termes de robustesse, en termes de rapidité de traitement séquentiel, en termes de maintien, et je vois pas, enfin, pour l'instant, et après, je suis pas objectif, hein, mais je vois pas ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. C'est ça. Les nouvelles technos permettent de faire plein de choses, mais sur la gestion de la mémoire, sur la gestion du traitement, le COBOL, en fait, tu vois, je te parlais tout à l'heure sur la programmation objet, en disant que c'est l'un des grands langages les plus proches de la machine. Tu vois, je te parlais aussi de l'assembleur je te disais, c'est encore plus proche. Oui. Le COBOL, en fait, c'est encore une couche au-dessus où il est plus proche. Le Java, par exemple, pourquoi on compile en Java? Parce que le Java, on le compile pour qu'il devienne en binaire, pour qu'il passe en binaire, pour être proche de la machine. Mais même en étant en binaire, il n'est pas aussi proche de la machine que sur du COBOL. D'accord. Alors, ça, à confirmer, mais je suis pas objectif en disant ça, mais voilà. T'as le droit d'être subjectif, hein. Écoute. Je suis pas sûr, voilà. Je suis pas sûr que le Java, même en binaire, soit aussi proche de la machine. D'accord. Tu vois, même en compilant. Voilà pourquoi on parle de langage de compilation sur les nouvelles technos et langages qui se compilent pas, tu vois. Okay. Et les langages de compilation, Java compile pour pouvoir, en fait, compresser,
travailler en binaire et Pour que aller ce beaucoup soit plus vite. lisible derrière par tes C'est machines. ça. C'est ça. Et donc, gagner en traitement, gagner en CPU, gagner en mémoire, gagner en... Voilà. Waouh. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire comment ton expérience en tant que développeur, en tant que testeur, ayant bossé sur des mainframes, te sert dans ton rôle de chef de projet? Moi, j'aime bien dire que j'ai une vision transverse des choses. J'ai une expertise, mais maintenant, j'aime dire que je suis pas encore expert, tu vois. Mais sur les sujets transverses, j'aime comprendre ce qui se passe vraiment dans leur travers et dire quels sont les impacts qu'on peut avoir, les problématiques qu'on peut avoir et ce qu'on gagne à faire ça. Et de parler un peu avec toutes les équipes pour pouvoir communiquer avec toutes les équipes. De temps en temps, en fait, le langage n'est pas forcément le même. La version n'est pas forcément le même. Les problématiques que les gens ont n'est pas forcément les mêmes. Donc, piloter un projet en comprenant les impacts qu'il peut avoir, les problématiques qu'ils ont, ça me permet aussi d'argumenter après derrière. Mais c'est le grand avantage que j'ai, tu vois, Ouais. d'avoir fait du dev, d'avoir fait du test, d'avoir travaillé sur du COBOL, maintenant un peu sur les nouvelles techno. Ça me permet aussi de communiquer avec tout le monde, d'avoir une légitimité avec tout le monde. Alors, même si je suis pas expert, même si, tu vois, j'ai 2 ans d'expérience par là, 3 ans par là, 5 ans par là, au lieu d'avoir, tu vois, une continuité dans un même projet, dans Une même branche ou une même branche poste, aussi, ouais. J'arrive à comprendre les impacts et les problématiques de chacun. Et donc, je peux parler avec eux. Quand quelqu'un essaie d'un peu de jouer en parlant beaucoup technique, je comprends aussi. Tu vois, je pense que tu l'as aussi dans ton travail, tu vois. Quand on veut un peu on te sort plein de mots techniques et tu dis, ah ouais, d'accord, tu vois. Généralement, ça calme. Mais en fait, de temps en temps, tu te rends compte que, oui, mais en fait, attends, mais si on fait ça, c'est pas possible. Ah, là, on a ce problème-là, d'accord. Et en solution de contournement, peut-être qu'il n'y a pas de solution de contournement. Ah, il y a peut-être ça, d'accord, mais à réfléchir ensemble. Tu vois, je ne travaille jamais seul. Oui. Tu vois, j'aime bien. Alors, c'est une phrase de ma directrice de service, c'est seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà. Elle adore dire ça, et en fait, c'est ça. C'est on gagne ensemble, on perd ensemble. Quand t'as une équipe, quand tu travailles avec une équipe, même si maintenant, tu vois, je fais, comme je te disais au début, j'ai plus vraiment d'équipe et c'est plus du pilotage de projet, tu vois. J'ai pas mis à jour mon LinkedIn, c'est pas bien, mais je fais plus de pilotage de projet. Mais dans le pilotage de projet, je ne suis pas seul. Et donc, moi, j'ai ce côté d'être en avant pour pouvoir soulager les gens. Mais en même temps, en les soulageant, je comprends vraiment leurs besoins à eux. Et donc, je peux aller me battre et expliquer les problématiques. En essence, c'est pas bien d'essentialiser, mais on en revient toujours à ce truc de un bon testeur, c'est quelqu'un qui est un bon communicant et qui est capable de faire le lien entre les différentes parties prenantes, parce que derrière, c'est comme ça qu'on arrive à débloquer, à corriger, à avancer, etc. Et donc, de ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est que tes différentes expériences, même si elles n'étaient pas nécessairement très longues, t'ont permis d'apprendre suffisamment d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue métier. Et aujourd'hui, c'est en ça que ça te sert dans la partie gestion de projet, parce que tu arrives vraiment à faire le lien entre tes différentes équipes. C'est exactement ça. On travaille avec des gens. Yes. Je pense qu'on l'oublie et c'est quelque chose... tu sais, quand tu regardes sur les réseaux, quand tu parles quand tu vois un peu ce qu'on dit aux jeunes, c'est ouais, venez avec un projet, venez comme ça, dites en avant vos techniques, ok, mais on travaille avec toi, mettez-vous en avant sur qui vous êtes. C'est que vous soyez timide, extraverti, que vous jouez au jeu, pas au jeu, faites du sport, pas au sport, c'est une passion et c'est ça qui fait que vous êtes unique. Quel beau message. C'est parfait pour la question suivante. Aujourd'hui, toi. Bon, les liens. C'est bien. Qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation donc, à part le fait d'être soi-même et venir avec sa singularité, qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation pour quelqu'un aujourd'hui, par exemple, qui nous écoute, qui tombe sur un post comme ça, qui dit « Ah, bon, fais creuser, je vais voir ce que c'est », et qui est piqué et qui a envie d'en savoir plus.
et qui veut aller bosser sur des mainframes, qui veut apprendre le COBOL, qui veut apprendre... Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Comment est-ce il ou elle devrait s'y prendre pour apprendre du mieux possible? En fait, c'est pas forcément sur du mainframe ou sur du COBOL. D'accord. Je pense que c'est un peu pour tout. Pour travailler dans l'informatique, c'est ce que j'explique à des amis à moi qui n'ont rien à voir en fait avec l'informatique, c'est que l'informatique, c'est pas un métier où tu te reposes. C'est pas le métier où tu vas avoir ton diplôme et après tu vas plus jamais apprendre. T'arrêtes d'apprendre pendant 6 mois, t'es obsolète. Tout à fait. Et donc tu continues à apprendre. Et pour avoir ça, faut avoir pas forcément la passion, mais la curiosité d'apprendre. Moi, j'aime dire aussi que notre vie, elle est très courte. Et si on continue, si on n'apprend pas et on n'évolue pas, on se laisse mourir. Donc en fait, continuons d'apprendre tout le temps en fait. Donc l'informatique, dans le sens large, peu importe le métier, peu importe le domaine dans lequel on travaille, on est en lien aussi avec des autres métiers qui ont rien à voir avec l'informatique, mais qui utilisent l'informatique. Il faut garder cette curiosité. Et ce que je disais précédemment, c'est que on travaille pas avec des robots. C'est votre personnalité et votre façon de travailler, votre façon d'être qui fait qu'on vous embauche aussi. Faut pas hésiter à dire, c'est vrai qu'on recrute sur profil, donc on recrute en disant on a besoin de ça comme besoin et tout, mais en fait sur le même besoin, pourquoi on prendrait vous et pas quelqu'un d'autre? Parce que vous avez une personnalité qui est accrochante. Comme je disais à certains, je sais que le monde du travail en ce moment est très compliqué. Et j'ai un ami à moi qui avait, je donne l'exemple d'un ami à moi qui pendant longtemps cherchait du travail et en fait tous les postes qui sont proposés, ça lui allait pas. Et ce que je lui disais, c'est que c'est pas lui qui est incompétent, c'est que la mission sur laquelle il est ne répond pas à ses qualités à lui. Gardez en tête que chaque qualité que vous avez, elle est unique. Il faut juste la mettre en avant. Et que vous soyez moi je travaille avec des personnes qui sont vraiment on est vraiment de temps en temps à l'opposé. Moi, je suis un amoureux du rap et j'ai un collègue avec qui je m'entends super bien qui déteste le rap et c'est un métalleux. Je ne bois pas d'alcool et j'ai des fans de vin. J'ai des personnes qui sont en costume et d'autres qui viennent en claquette de temps en temps quand on se revoit le soir. Et en fait, cette singularité, elle fait que on s'entend en fait. On prend pas la personne, on ne parle pas avec la personne techniquement. On ne parle pas avec un robot. C'est notre personnalité qui fait qu'on est unique. Non, c'est un très beau message. Honnêtement, c'est bien de le rappeler de temps en temps parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une course, tu vois, à la productivité, course à la réussite, course à ci, course à ça et souvent c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout dans toutes les industries. On essaie de prendre des raccourcis et les raccourcis qu'on prend, en fait, c'est rentrer dans la norme parce qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire et ça à faire. Et il nous arrive à tous d'oublier aussi notre singularité. Et je trouve que c'est un très beau message, en tout cas, que tu passes de manière globale. Et puis sur la vie professionnelle, il ne faut pas non plus oublier cet aspect-là, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, sur ce beau message, Mehdi, on est sur la fin du podcast. Vraiment, c'était passionnant. Moi, je découvre encore des choses et parler avec quelqu'un, pour le coup. Alors, je te considère pas comme expert, mais par rapport à moi, tu es ultra expert parce que je n'y connais rien. Donc, donc vraiment, merci beaucoup. Est-ce que tu as une question pour moi? Non, j'ai pas de question pour toi. Je te souhaite bon courage. Je trouve que c'est super ce que tu fais. C'est pour ça que ça avait été un réel plaisir et j'ai essayé de répondre rapidement. Si on peut s'entraider, tu vois, avec grand plaisir. Et de mettre en avant le monde du test et de faire, je peux te donner 1 million de personnes qui pourraient venir dans ton podcast mais aussi. Donne, et moi je prends. Mais tu vois, on en parlera si tu veux après. Mais vraiment bon courage. Pour moi, t'es une motivation aussi, tu vois. C'est vrai? Ça me fait trop plaisir. D'avoir une personne qui, tu vois, quand je te disais de toujours pousser ses limites et d'aller toujours plus loin, tu vois. Regarde, on parlait tout à l'heure, je te parlais juste en off, des journées à rallonge. Et il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait, maintenant qui le font, tu vois. Et donc, tu te donnes les moyens et tu fais tout. Donc, en fait, tu restes une personne qui inspire. Donc, en fait, garde cette motivation et vas-y.
Voilà. Non, mais ouais. Et tu vois, si je dois revenir, on est sur la fin, je vais faire juste une bascule avec l'IA qui va arriver. Yes. Ah oui, tu vois, t'as on va raison. parler. Tu fais bien Ouais. parce qu'en plus, j'avais une question sur l'IA, mais je pense que j'ai dû la passer. Ah vas-y, tu poses là ta question, comme ça, moi, tu sais que ça fait là tout. Alors, question précise, mais enfin, je pense que ce sera une réponse peut-être plus globale sur l'IA en elle-même. Est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir aider à basculer ou pas tous les systèmes anciens qu'on a, mais qui fonctionnent encore aujourd'hui super bien. Donc, est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir aider sur ce point-là? Et à ton avis, comment est-ce que ça va s'intégrer dans l'utilisation des mainframes? Alors, ça va être très long, en fait, ma réponse, ça va être un peu longue. Alors, c'est pas de moi, c'est d'une personne que j'estime, cette phrase qui dit, et c'est quelqu'un qui travaille dans l'IA. L'IA reste un outil de décision. De décision. Ouais. C'est un outil qui vous aide à décider. C'est pas un outil qui fait votre travail à votre place. D'accord. Donc, quand vous posez des questions, quand vous faites des choses, même préparer des cas de tests, c'est vous qui décidez de prendre les cas de tests ou pas. Partez toujours dans l'idée que c'est vous qui restez le maître et qui validez ce qu'il dit l'IA. Même si ça se... Enfin, là, le bon qu'il y a eu l'IA, c'est juste impressionnant, mais c'est un outil de décision. Donc, en fait, peut-être que j'utilise le mauvais mot, mais c'est un truc, je pense que tu comprends ce que je veux dire. D'outils décisionnels, plus ça, qui vous aident à faire ça. Sur cette partie-là, donc je pense que moi, en général, le test, grâce à ça, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, surtout sur la partie automatisation de test, tu vois. Mais ça restera toujours des testeurs qui valideront ce qui passe pas, ce qu'on met dans l'automatisation de test. Ce qui est intéressant, c'est que l'automatisation de test, on peut même parler du test en lui-même, c'est comment il a été créé l'automatisation de test et les testeurs, le métier du testeur. Uh-huh. Je pense que tu sais comment existait le métier du test ou pas? Oui. Moi, tu vois, le test, comment il a été créé. L'automatisation, c'est par rapport à une industrialisation. La partie CI, c'est parce qu'il y a eu le DevOps qui est arrivé, la mentalité du DevOps. Et donc, on va pouvoir connecter, et ça se fait déjà avec des outils comme N8N où on peut faire des liens et qui va monter. Sur la partie mainframe, et même pas forcément mainframe, mais la partie bancaire. Sur la partie bancaire, l'IA est très contrôlée. On ne peut pas aller sur ChatGPT, on ne peut pas aller sur les autres IA parce que l'IA s'auto-alimente avec ce qu'on saisit. Yes. Et donc, se connecter et donner des informations des clients, il est interdit de le faire. Donc, pour l'instant, il est hors de question de ramener de l'IA. On peut l'utiliser sur certaines limites et choses qui sont intégrées. Et donc, les banques commencent à créer leur propre IA à l'intérieur. D'accord. Pour pouvoir contrôler. D'accord. Maintenant, sur la partie mainframe, pour l'instant, IBM n'a rien mis en place. Donc, étant donné que c'est tout nouveau, c'est normal. Maintenant, il y a des outils qui permettent de développer à l'extérieur du mainframe et qui permettent de développer. Et dessus, tu peux connecter aussi des agents IA. Ok. Et donc, l'IA connaît déjà le COBOL. Ok. Donc, on peut déjà travailler dessus et commence déjà à générer. Donc, ça reste des outils, en fait. Ça reste un outil, tout comme Google est un outil, tout comme Wikipédia est un outil, tout comme Word est un outil. Ça reste un outil qui va permettre. Maintenant, on est loin pour moi, enfin loin. On n'est pas encore sur de l'autogénération de dev sur du mainframe ou des choses comme ça. Même sur le cloud, tu vois, je prends un exemple, l'IA peut créer des scripts Docker très rapidement en fait. Je lui dis, tu fais un prompt, tu le fais, il le fait. Par contre, tu as toujours un développeur qui valide et qui relit quand même ce qui est écrit pour voir les modifications. Donc, c'est jamais à 100%. Donc, on restera toujours sur cette façon-là, cette vision. Et ce qui différencie l'IA
je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui différencie l'IA de nous, c'est la personnalité. Voilà. Jusqu'à quand? Jusque Terminator arrive. On avait ce débat avec un autre invité Oui. précédemment, et puis on en a parlé très très longuement, où il me disait mais non, justement, on a notre singularité en tant qu'humain, l'IA n'arrivera jamais à passer au-dessus. Et en fait, j'arrêtais pas de lui dire mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que ça apprend quand même vachement vite. Donc, je sais. Hier, j'écoutais une vidéo sur YouTube d'un écrivain algérien qui s'appelle Yasmina Khadra. Je sais pas si je connais le truc. Pas du tout. Il est très connu. Dans le monde entier, il est très connu et il écrit beaucoup de romans en français, en fait. Ok. Il a écrit quoi? Il disait... Parce que j'entendais parler ce matin d'un écrivain qui avait été interdit de publication, le dernier Goncourt. Interdit de publication oui, en Algérie, oui. Évidemment, c'est pas son premier bouquin, c'est peut-être de lui. C'est peut-être lui. Non, je pense pas. Les Hirondelles de Kaboul, ça te dit quelque chose? Oui. C'est lui. D'accord. Ouais, les Hirondelles de Kaboul. Et tu parlais de l'IA qui te disait l'IA va écrire des romans, mais il ne pourra jamais écrire des poèmes. Parce que le poème, c'est le plus haut niveau de l'écriture. Et il y a des sentiments derrière. Et je suis d'accord avec lui. L'IA pourra faire des choses, mais émotionnellement, je pense que il n'a pas été programmé et on ne sait pas encore. Par contre, il pourra prendre et simuler des décisions émotionnelles. Oui. Sur les années. Donc, où va s'arrêter la limite et quand est-ce qu'on mettra les lois, les 3 lois de l'IA qui ne touchent pas à l'être humain, ça c'est autre chose. Mais écoute, on verra ça en avant-première parce que c'est nous qui allons tester tout ça, n'est-ce pas? Donc. Mais il y a un vrai métier. Et là, pour revenir, tu vois, pour être sérieux, c'est que j'étais parti à un forum sur les tests où ils expliquaient qu'ils commencent à avoir des formations et à essayer de se former sur les tests sur l'IA. Et donc, la gestion de l'IA, des prompts et tout. Et donc, il y a un vrai avenir aussi sur ça. Bien sûr. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai pas cherché plus loin, j'ai pas eu le temps de discuter avec la personne à la fin, mais c'est aussi une piste pour ceux qui veulent faire du test et partir sur de l'IA et s'intéresser à l'IA. Yes. J'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet à écouter Calisti. C'est un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises. Je suis un mauvais honneur. Non, c'est si jamais tu veux une ressource pour ça, c'est ta Smart Testing. Ils ont un laboratoire d'IA carrément, et justement j'ai échangé avec le cofondateur de Smart Testing où on a vraiment parlé de tout ça et comment ils ont mis en place une formation dédiée à des entreprises pour former des testeurs là-dessus et ils font des sessions assez régulièrement. Mais c'est un de mes épisodes préférés, vraiment parce que son approche, il est chercheur à la base, il a été enseignant, donc tu vois, il est vraiment dans la pédagogie et en même temps, tout ça c'est recherché, c'est documenté, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, donc écoute l'épisode. Ça marche, je vais faire ça. Ok, très bien. Ben Mehdi, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour notre échange qui était très qualitatif. J'espère que les personnes qui écouteront cet épisode ont appris autant que moi. Et puis bah voilà, c'est la fin. Bah avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.